Bonjour à tous et à tous. Nous vous remercions d'avoir trouvé du temps pour assister ce matin à ce webinaire que nous organisons autour de la thématique FIRE. FIRE qui est un format, un thème très important actuellement dans le domaine de la santé numérique de la santé, pardon. Nous savons actuellement, surtout avec la mise sur place de l'espace européen de santé, que la norme HL7 FIRE est la norme préconisée actuellement avec une autre norme en complémentarité avec notre norme et elle se retrouve être très important, surtout au niveau d'échange des données sur le transfrontalier, projet sur lesquels pas mal d'organisations travaillent, parmi lesquelles DMI, qui est notre société mère, et aussi Healthcom de son côté. Dans le cadre n'est-ce pas, de la tenue de ce webinaire ce matin, nous avons Monsieur Alexandre Grosbois, qui est un expert et chef de produit, chef de projet Fire Info Fire Suite au sein de l'entreprise Healthcom, qui va vous guider ce matin et va apporter des éclaircissements sur ce point-là. Ça veut dire sur l'utilisation de la norme Fire, ce que Fire apporte, l'importance de cette norme-là et les avantages également. Euh, et puis, nous aurons aussi, en assistance, nous aurons monsieur le directeur de l'entreprise, monsieur L'Espagne, qui prendra une de vos minutes pour présenter l'entreprise Healthcom. En assistance, nous avons également monsieur Didier Linger, qui est qui est technicien commercial chez nous. Et nous avons aussi Christine Niemann, qui est responsable du commerce international dans le groupe Healthcom, qui est aussi présent dans cette réunion. Derrière, nous avons M. Maximilien qui a tenu déjà le webinaire d'hier sur la norme basique sécurité avec les produits, les tools, Secure Messenger et Web Service Adapter. Lorsque je parle du webinaire hier, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas là hier. Effectivement, nous avons tenu un webinaire hier. Nous sommes dans un cycle de webinaires qui se tiennent durant le mois de juin. Ça veut dire, hier, nous avons débuté le premier, aujourd'hui c'est le second sur Fire. Hier, c'était sur Web Service Adapter et Secure Messenger. La semaine prochaine, mercredi, nous avons notre webinaire dont la thématique sera Basic Sécurité 2 et nous aurons là-dessus, nous mettrons le point sur le Global Monitor et le serveur test au serveur achat, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et puis, dans 2 semaines, nous aurons l'organisation du quatrième webinaire qui portera sur l'EAI, les GHT et multi-entités. Nous essaierons un peu d'apporter des explications là-dessus sur la robustité de Cloverleaf et comment on peut essayer de l'utiliser dans les GHT. Pour des raisons, des questions organisationnelles, vos micros sont tous mutés. Lors de la présentation, vous avez la possibilité de lever la main par un petit emoji et de poser les questions si vous en avez. Si vous ne souhaitez pas parler, nous avons la partie Q et R qui est au-dessus où vous pourrez poser des questions. Si vous n'avez pas accès à cette partie-là, vous pouvez aussi aller sur le chat et déposer vos questions là-dessus, les questions que vous aurez. Et nous permettrons, n'est-ce pas, d'interrompre notre collègue et de poser les questions que vous avez. Dans le cas où vous souhaitez pleinement écouter la présentation, mon collègue Alexandre se fera un plaisir de répondre à vos questions à la fin de sa présentation. La présentation est normalement en 3 points. Il y a la présentation, il y a la partie démo qui sera faite et puis la partie questions-réponses qui sera vers la fin. Et il est temps pour moi de passer la parole à Monsieur L'Espagne qui se fera un plaisir de présenter notre société. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Nous avons un large panel des clients et éditeurs qui utilisent Cloverleaf. Je remercie à la fois les représentants de Mencare et Numi France et les hôpitaux présents. L'équipe, nous sommes, comme vous le voyez, à peu près 8 personnes qui travaillent en continuité sur la France et pour Healthcom France. Vous avez vu différentes personnes hier sur la partie expertise avec Maximilien Attino, Nicolas Saint-Loup. Il y en a un qui est caché, c'est Nicolas Luquet. Je ne sais pas si ma souris se voit ici, qui est aussi le responsable du support. Et donc, on va, bien évidemment, il y a le grand directeur général, le big boss, Thomas Essling et Christine. Et aujourd'hui, ça sera Alexandre Grosbois qui tiendra le pavé, le haut de la vedette pour vous présenter tout ce qu'on fait autour de Fire.
Slide suivante, Monsieur Grosbois, s'il vous plaît. Donc, certains nous connaissent bien, d'autres nous connaissent un peu moins. Donc, le siège social de Healthcom France est basé à Paris Santé Campus, qui nous aide bien. Alexandre y reviendra par rapport à des discussions avec ANS et puis les différents éditeurs, le monde des startups, etc., sur plein de sujets autour des API. Notre équipe technique est basée à Bordeaux. Et donc depuis 2 ans, nous sommes le distributeur des licences et du support Cloverleaf accordé par l'éditeur Infor sur toute la France, sur tout le secteur public, hôpitaux et collectivités locales. Notre groupe, c'est la société DMI, qui elle-même possède Elscom Allemagne, qui est l'éditeur historique, le distributeur historique de Cloverleaf en Allemagne pour près de 500 hôpitaux. Et donc, en Allemagne, on est sur Cloverleaf, c'est à peu près 6 millions d'euros et 20 personnes. Et nous, en France, sur l'exercice 2025, on est autour de 1,5 million de chiffre d'affaires et on poursuit notre croissance, bien évidemment, pour répondre à toutes vos attentes et à tous les enjeux autour de l'EAI et de la partie Fire qui est très, très riche et qui mettra un certain temps à se mettre en place au niveau des hôpitaux et du monde de la santé en France. Au niveau de Cloverleaf, un petit rappel, vous n'êtes pas seul en France. C'est à peu près 4000 hôpitaux et cliniques utilisateurs de Cloverleaf en Europe, plus de 10 000 dans le monde, et bien évidemment, le standard Fire général est déjà présent dans certains pays européens, dont l'Allemagne, où il y a à peu près une vingtaine de plateformes Fire qui sont mises en place, que ce soit sur le repository ou sur la transformation. Mais Alexandre y reviendra beaucoup plus en détail que moi. Voilà, et donc ces sujets de standard, bien évidemment, il y a des localisations européennes, des localisations françaises, et donc on reviendra tout au long du webinaire sur le sujet du FR Core et de toute l'adaptation que l'on mène pour le compte d'Infor et des hôpitaux et des structures. Qui rappelle pour nous, donc en tant que distributeur Cloverleaf Intégration Suite et Fire Server, pour nous, Fire est une plateforme, mais c'est une intégration dans une suite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui utilisent Cloverleaf, il y a bien évidemment des acquis, des passerelles et des ponts avec toute la suite Fire, et qu'on est vraiment dans une continuité des connaissances que beaucoup d'entre vous, en tant qu'utilisateurs de Cloverleaf, retrouveront au travers des différentes applications qu'on va proposer autour de Fire. Voilà pour ma partie. Maintenant, je laisse la place aux sachants. Et Alexandre, à toi. Merci Jérôme, bonjour à tous. Je suis très content de vous faire la présentation. J'ai reconnu quelques personnes que je connaissais autour de la table et je suis enchanté de rencontrer les autres. Donc comme l'a présenté Benjamin, ma présentation s'articule en 3 parties. D'abord, je vais faire une petite présentation de l'écosystème Fire, du standard Fire pour que tout le monde ait une base commune de ce dont on va parler. Puis je vous présenterai le positionnement d'Elscom avec les solutions Infor que l'on propose et l'architecture principale que l'on propose pour les usages qu'on aura identifiés. Et puis je finirai par une petite démonstration et dès qu'il y a une partie questions et réponses. Comme me l'a dit Benjamin, n'hésitez pas, le but est aussi que ce webinaire soit une occasion d'échange. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à lever la main. On a un peu de temps pour faire la présentation, donc c'est une occasion, c'est l'occasion pour rentrer dans les détails si vous en avez envie ou besoin. Donc première partie, présentation du standard Fire. Le standard Fire qui est en fait un standard assez récent, mais pas tant que ça, puisque la première proposition date quand même de 2011 par Graham Grieve, et c'est publié par HL7 et maintenu par HL7 International, avec des publications de release régulières. Aujourd'hui, la version la plus utilisée est la R4, qui est la dernière version normative et qui est sortie en 2019.
Il faut savoir qu'il y a une version plus récente qui est sortie, la R5, mais qui a une adoption assez partielle, et notamment en France, il y a eu des concertations pour dire que l'écosystème privilégiera la version R4 pour des questions d'interopérabilité, et en attendant une future R6 qui est attendue comme une version finale du standard et qui est attendue normalement pour 2026. Alors aux dernières nouvelles, les concertations prennent un petit peu plus de temps, donc potentiellement ça sera sur 2027, et donc il y a aujourd'hui des discussions pour adopter cette R6 et donc sauter la partie R5. C'est des concertations qui ont été faites précédemment. Donc aujourd'hui, je vais présenter essentiellement la release 4, puisque c'est là où il y a le plus d'activité, notamment en France. Qu'est-ce que c'est que le standard Fire? Déjà, c'est un standard qui se veut regrouper l'intégralité des usages dans un seul format d'échange de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les paradigmes actuels, il y a différents standards, notamment HL7V2, H', un certain nombre de protocoles d'échange et de formats d'échange qui sont définis pour différents usages. Fire se veut vouloir simplifier ça et regrouper au sein d'un seul format l'ensemble des usages qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'un parcours patient et de tout le traitement du patient, c'est-à-dire tant les données cliniques que les données administratives, que les données, on peut aller jusqu'aux données de facturation, etc. Tout peut être modélisé en Fire. Le standard a été construit comme ça, avec l'idée de couvrir nativement 80% des usages qui seraient identifiés et de proposer des mécanismes d'extension qui permettent de couvrir les 20% restants en définissant des nouveaux attributs, des nouveaux champs qui pourraient répondre à des besoins particuliers pour un contexte particulier. Alors les contextes, ça peut être des besoins territoriaux avec des réglementations locales, par exemple, ou des besoins liés à des usages particuliers. Donc ce mécanique d'extension permet, le Fire permet aussi de profiler les ressources pour ajouter des contraintes supplémentaires au standard pour des besoins aussi particuliers. Et donc, il y a toute une partie de définition, de guide d'implémentation avec des groupes de travail qui travaillent là-dessus pour permettre une interopérabilité complète du standard. Ces profilages vont permettre de... Alors, d'abord, Fire, qu'est-ce qu'il décrit? Fire, il décrit donc les 150 ressources qui sont des éléments unitaires d'échange. C'est le plus petit élément l'élément unitaire du standard qui repose sur ces ressources. Et chaque ressource représente un concept particulier, un concept réel du monde réel, et donc ça apporte une lisibilité accrue par rapport à d'autres standards et une facilité pour les développeurs de s'approprier ce format, puisqu'on a il y a une logique qui est assez humaine derrière, et donc une compréhension facilitée, puisqu'on va parler de ressources patients, de ressources séjour, de ressources documents références. Chacun de ces concepts est parlant pour mettre en place un modèle de données consistant. Fire décrit aussi les modalités d'échange, et notamment c'est basé sur des API REST. Fire est essentiellement basé sur des échanges RESTful, même s'il y a d'autres paradigmes d'échange. On pourrait imaginer du messaging, notamment des échanges par message, comme sur le paradigme HL7V2, où un événement dans un applicatif déclenche une diffusion de messages pour intégration auprès de différents applicatifs récepteurs. Tous les standards qui sous-tendent Fire sont des standards partagés et bien connus, éprouvés dans le monde du numérique. Donc j'ai parlé des API Fire, mais derrière on a aussi le JSON et le XML pour la structure des messages d'échange. C'est basé sur OAuth 2, OpenID Connect pour la sécurisation des échanges et la gestion des autorisations d'accès aux données. Et donc tous ces protocoles sont décrits et n'appartiennent pas uniquement au domaine de la santé. C'est les protocoles qui sont largement diffusés dans tout le monde web et dans toute la gestion des API notamment.
Euh, Je vais parler notamment de Smart on Fire, qui est un protocole d'authentification et d'identification et d'autorisation qui est spécifique on Fire sur le Fire et qui permet en fait, par les protocoles OpenID et OAuth 2 notamment, de définir une granularité dans l'accès aux données. Notamment sur le type de ressources sur lesquelles un utilisateur va pouvoir accéder, les types d'actions qu'il va pouvoir faire, c'est-à-dire est-ce qu'il a accès en lecture ou en écriture, selon les profils qu'on aura voulu définir dans la gouvernance des données qu'on expose. Et enfin, Smart on Fire permet aussi un accès de manière contextuelle, c'est-à-dire que un patient va pouvoir accéder avec uniquement un contexte patient et bien sûr ne pouvoir visualiser et interagir uniquement avec les ressources qui le concernent. Bien sûr, pas pouvoir accéder aux ressources d'un patient donné. Tout ça est nativement pris en charge dans Fire avec ce protocole Smart on Fire. On verra plus tard qu'il est supporté par les solutions d'info. Donc je l'ai déjà dit, Fire a une lisibilité qui est accrue et c'est aussi un standard qui est très bien documenté avec des spécifications qui sont claires et qui permettent une lecture à différents niveaux d'abstraction. Donc de la partie fondation avec la base, on va pouvoir avoir accès à toute la construction et tout ce qui fait la structure technique du standard. Et on va pouvoir monter en niveau d'abstraction pour arriver à des considérations plus métiers et donc des modélisations aussi à la fois de structures de données mais aussi de workflows qui sont déjà pré-packagés entre guillemets dans le standard et qui permettent d'avoir une base commune pour mettre en place des nouveaux usages et pour améliorer les usages déjà existants dans les échanges de données au sein des établissements de santé et à l'extérieur. J'en ai parlé également un petit peu, le profilage. Fire permet la définition d'extensions pour des éléments qui n'auraient pas été pensés au niveau international. Donc, comme je le disais, ça permet de répondre à des besoins locaux. On peut parler, par exemple, alors, l'INS-NIR n'est pas une extension à proprement parler, mais par exemple, la qualité de l'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on a une identité qualifiée, récupérée, etc. Donc, l'identity reliability, qui est un concept assez franco-français, permet d'être défini dans Fire par la définition d'extension. Et il y a des groupes de travail aujourd'hui qui permettent de fixer dans des guides d'implémentation ces extensions afin d'avoir une portabilité et une reproductibilité d'un entrepôt à l'autre, et donc pour garantir une interopérabilité maximale et garantir que les données sont traitées de la même manière, peu importe les acteurs qui mettent en œuvre Fire pour leurs échanges. Les profilages permettent aussi de contraindre les ressources, notamment on va pouvoir contraindre certaines cardinalités, où on va pouvoir contraindre ce qu'on appelle des bindings, c'est-à-dire des liens entre terminologies, pour s'assurer d'utiliser des terminologies spécifiques et garantir ainsi une interopérabilité sémantique, c'est-à-dire garantir que le concept que l'on représente sera interprété de la même manière par toutes les personnes en se basant sur des terminologies qui sont communes. Fire permet aussi également de définir des mappings entre terminologies et donc de s'appuyer sur des expertises de métier pour pouvoir assurer cette interopérabilité sémantique dans les échanges de données sur des environnements hétérogènes. Ce qui peuvent pouvoir avoir des intérêts, notamment pour des échanges externes, avec des intérêts particuliers qu'on aura identifiés, par exemple, sur des problématiques de transfrontaliers. Fire permet d'aligner sémantiquement les échanges entre différents organismes, y compris en transfrontalier, qui auraient évolué de manière un petit peu différente. Fire aussi permet la définition de paramètres de recherche. Encore une fois, là, un certain nombre de paramètres de recherche pour les ressources sont définis dans le standard, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectuer des requêtes de recherche
sur ces différents paramètres qui auraient été définis. Et on va aussi pouvoir enrichir le comportement de nos entrepôts Fire en définissant des nouveaux paramètres de recherche pour des éléments qui n'auraient pas été définis. Ça, c'est intéressant notamment pour permettre des recherches au niveau des extensions, puisque de base, elles ne sont pas définies dans la norme, mais on pourrait aussi imaginer enrichir les capacités de requêtage fournies par nos services, simplement en définissant des nouveaux paramètres de recherche et ainsi modifier le comportement de notre serveur. Donc, toute cette liberté qui est permise par Fire permet d'avoir une facilité de mise en place et de modélisation de nos besoins pour y répondre. Donc, comme je l'ai dit, Fire définit aussi des premiers éléments pour la structuration des données et pour la modélisation des données avec des liens entre les ressources qui vont pouvoir être faits. Et donc, on va pouvoir ainsi construire un graphe de données qui vont représenter le concept tel qu'on le veut. Donc il y a des bonnes pratiques qui sont données dans le standard et dans la description du standard, des mises en œuvre qui sont partagées et sur lesquelles il est intéressant de pouvoir s'appuyer pour éviter de reconstruire la roue et pour permettre aussi une reproductibilité des modèles de données qui sont mis en place à différents endroits. Et ces modèles peuvent être modifiés selon les usages. On va pouvoir rajouter des liens entre les séquences ou construire un modèle un petit peu différent qui pourrait répondre à des besoins particuliers si on les identifie. Donc là, j'ai juste mis une petite illustration sur le FR Core. Donc là, c'est la ressource patiente telle qu'elle a été définie par Interop Santé et publiée par l'ANS pour définir les extensions, les différentes contraintes qui sont appliquées sur le FR Core, encore une fois, pour pouvoir répondre aux besoins qui ont été identifiés dans la 80% des besoins d'usage sur le territoire français. Donc, je vous ai parlé déjà des extensions à Identity Reliability. Il y a aussi des extensions sur le lieu de naissance. Ça, c'est pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de qualification de l'identité, avec notamment les traits forts d'identification sur la date de naissance, le code INSEE des lieux de naissance. Pour les spécialistes interopérabilité, je pense que ça doit vous parler. C'est donc... on a donc une modélisation qui permet de répondre à ces besoins-là. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ces guides d'implémentation permettent pour un Fire Server de valider aussi une instance de ressources et donc de s'assurer, quand on valide une instance de ressources, on va s'assurer que notre ressource patient répond aux exigences de la norme FR Core. C'est-à-dire que la partie profilage et définition des guides d'implémentation permettent de normaliser le standard qui est Fire pour répondre à ces besoins particuliers et pour, encore une fois, pour s'assurer que tout le monde traite de la même manière l'information et la rendre reproductible et intégrable de la même manière pour différents usages. Donc, c'est, comme je l'ai dit, basé sur des standards ouverts. Le gros intérêt, ça permet une certaine attractivité et aujourd'hui, ça permet de rénover un petit peu les concepts d'échange d'interopérabilité et donc d'être potentiellement plus attractif sur les nouveaux entrants, les nouveaux développeurs qui arrivent sur le marché, qui n'ont plus forcément besoin d'avoir une expertise sur les standards qui sont complexes, si on parle de l'IHEPAM pour la gestion des ADT, les CDA, etc. C'est des vraies connaissances complexes à acquérir et qui freinent pour un certain nombre de nouveaux entrants sur le marché du développement et pour certaines startups. Fire permet de se projeter plus facilement et comme il s'appuie sur des technologies déjà connues, distribuées et existantes dans d'autres secteurs, ça permet au secteur de la santé de pouvoir capitaliser et on l'espère de pouvoir proposer de nouveaux services, de nouvelles solutions pour l'enrichissement du parcours patient, pour la facilitation du travail des praticiens hospitaliers
et pour la définition de nouveaux usages. Fire aussi est pas mal mis en avant, notamment pour l'usage secondaire des données de santé, avec des processus d'anonymisation qui sont un peu plus facilités, et surtout une donnée qui va être disponible et requêtable uniquement pour le besoin qu'on aura identifié. Donc le développement d'applications innovantes est bien sûr facilité. Fire permet notamment de faciliter l'intégration d'applications externes à SIH de manière sécurisée. C'est-à-dire que là où dans les paradigmes précédents, tels qu'à Shell 7v2, de mettre en place des services externes, demander souvent des grosses problématiques d'infrastructure et de sécurité, avec notamment des mises en place de hubs sécurisés pour l'échange de données. Potentiellement aussi, dans ce paradigme-là, on avait des bases de données déportées avec un enrichissement au fil de l'eau, afin que les bases patients, par exemple, soient connues à l'extérieur de l'établissement. Fire permet de s'affranchir de ces problématiques-là, puisque l'information reste au sein des hôpitaux et peuvent être requêtées de manière sécurisée à la demande, avec uniquement l'information pertinente et utile pour l'usage qui va être partagée. Donc ça permet aussi de désiloter l'information et de la rendre disponible, mais aussi de manière sécurisée, et de limiter les transferts d'informations au strict nécessaire pour les besoins identifiés. Fire est également aligné nativement avec et construit autour des réglementations internationales, voilà, le RGPD, la gestion du consentement, qui sont des ressources particulières et avec des workflows qui sont décrits aussi et qui peuvent permettre aussi de répondre à ces besoins qui sont quand même assez présents dès qu'on parle d'entrepôt de données de santé et d'échange de données de manière générale. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la description du standard, c'est juste un petit vernis. Voilà, on est bien sûr ouvert à des questions ou à d'autres discussions si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus loin sur la description de ce standard. Une fois que ça s'est dit, ah non, j'avais peut-être encore, excusez-moi. Donc il y a une adaptation grandissante. C'est donc... le standard évolue encore aujourd'hui. J'ai parlé notamment de la release 6 qui est attendue, qui est en concertation et qui est attendue normalement pour cette année, qui va qui va décrire des nouvelles ressources, potentiellement ajouter des attributs aux ressources déjà existantes, en vue de répondre à des éventuels manquements qui auraient été remontés par l'utilisation des releases précédentes. Donc HL7 Europe, HL7 International, qui sont les organismes de publication et de maintien, HL7 France, l'ANS pour la partie locale, et Interop Santé, qui est donc le groupement. Il y a quelques personnes qui participent à ces groupes de travail que j'ai vus autour de la table. Dont le but est de construire la norme Fire, le FR Core, et de mettre en place des services, donc de plus en plus de services qui sont mis à disposition sur le territoire français. On peut parler de l'annuaire de santé, qui est aujourd'hui disponible en Fire et interrogeable directement, ce qui répond à des besoins qui avaient déjà été identifiés, de partage et de mise à jour régulière des éléments sur les personnels de santé. Le ROR aussi, le répertoire d'offres de ressources, qui travaille de plus en plus en Fire et avec une volonté d'uniformiser ce mode de fonctionnement et d'aller de plus en plus vers l'exposition de ce type de service pour le partage de données publiques, notamment public ou semi-public. On peut parler aussi du SMT, le service multiterminologie, qui propose aussi l'accès aux terminologies de santé via un serveur Fire. Et donc, on peut récupérer notamment SNOMED-CT, SID10, un certain nombre de terminologies qui sont largement répandues et utilisées dans l'interopérabilité.
ce type de service ne va faire que croître, hein, on espère ça. Et c'est aujourd'hui très intéressant déjà de pouvoir utiliser ça dans vos propres workflows pour venir, pour venir, pour venir enrichir tout simplement la donnée disponible que vous avez, que vous manipulez au sein des SIH. Et je parle aussi auprès des éditeurs qui sont autour de la table. Il y a aussi une partie réglementation aujourd'hui, notamment réglementation européenne qui pousse le standard FHIR comme standard d'échange privilégié. Ce qui est le plus parlant aujourd'hui, c'est parler de l'espace européen des données de santé, hein, EHDS, avec dont la volonté est de pouvoir rendre disponible le dossier patient sur l'ensemble du territoire européen, avec des concertations aussi sur les modalités de mise en place de cet espace européen. Mais en tout cas, ce qui a déjà été avancé, c'est que FHIR aura un rôle prépondérant dans l'échange d'informations, avec notamment l'IPS, l'International Patient Summary, la e-prescription, e-dispensation, qui sont les premiers jalons de mise à disposition de données FHIR dans le cadre de ce partage et de cette accessibilité des données au niveau européen. Juste, c'est pas que du FHIR, puisque sur la partie image, les formats européens d'échange se basent sur DICOM. Donc on aura un mixte entre FHIR et DICOM pour cet usage-là. Voilà. J'ai pas mis, mais donc d'un point de vue temporalité, l'espace européen des données de santé, c'est pour 2029 qu'est prévu les premières phases de mise en œuvre, avec la mise à disposition qui devra être rendue possible par les producteurs de données, de l'IPS, e-prescription, e-dispensation, et puis une ouverture notamment à viser 2031 sur d'autres périmètres, notamment le périmètre de l'imagerie et du labo. Ça peut paraître loin, mais c'est demain ça, donc c'est quand même intéressant de dès à présent pouvoir anticiper cette mise à disposition, puisque 2029 arrivera assez rapidement. Donc on encourage les acteurs à déjà, dès à présent, commencer à travailler potentiellement sur ces problématiques-là, pour ne pas se retrouver à faire les choses au dernier moment. Une fois que tout ceci est dit, quel est le positionnement d'Elscom et notamment de la suite Infor proposée dans le cadre de la transformation des SIH vers FHIR. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de systèmes legacy, essentiellement hébergés au sein des hôpitaux, hein, au sein du SIH, qui sont des systèmes producteurs de données et qui aujourd'hui échangent constamment des données, c'est-à-dire qu'un événement dans un de ces applicatifs va déclencher un message pour une diffusion vers les autres applicatifs qui auraient un besoin d'intégration de la donnée qui aura été créée. Un des exemples est bien sûr les admissions et la gestion des identités séjour, qui sont en règle générale gérées par la gamme, par le référentiel identité, et qui permettent de diffuser au sein de tous les applicatifs les séjours et les identités des patients afin qu'ils soient disponibles en radiologie, en biologie, etc. La bonne pratique aujourd'hui, et on est bien placé Elscom pour le savoir, c'est de faire transiter ces échanges, ces messages, par un EAI. Donc il y a différents EAI sur le marché, et c'est aujourd'hui la bonne pratique, et c'est ce qui devrait être préconisé, en tout cas éviter les connexions point à point, mais centraliser ces échanges au sein d'un EAI. Cette organisation, qui est déjà commune dans la plupart des hôpitaux, permet en fait de s'appuyer sur ces EAI pour identifier déjà dans les échanges au fil de l'eau les éventuelles informations qui pourraient être intéressantes et sur lesquelles on voudrait pouvoir capitaliser pour rendre disponible via des API REST cette information. Donc l'enjeu de l'architecture que l'on propose, c'est de
c'est dans une vision fast to fire, c'est-à-dire d'accompagner les éditeurs et les centres hospitaliers à rapidement mettre en œuvre des flux Fire. Notre approche est de pouvoir capitaliser sur ces échanges au fil de l'eau qui permettent une transformation rapide des données dans un format représentable en Fire et exposable via les API. Donc, la vision est de pouvoir en fait euh, utiliser ces messages échangés qui sont échangés dans différents standards, HL7V2, H', potentiellement d'autres formats propriétaires, et de router ça vers l'Infor Firebridge. L'Infor Firebridge qui est un moteur Cloverleaf qui est augmenté avec un certain nombre de bibliothèques pour permettre de faciliter la transformation de ces standards historiques vers des ressources Fire. J'irai un petit peu plus loin dans la description du Firebridge par la suite, mais il faut savoir que donc il propose une bibliothèque de traduction, des workflows déjà prépackagés pour permettre de se projeter et de rapidement transitionner vers Fire. Alex, si tu le permets, on a une question dans le chat. Elle Oui. vient de M. Belzerk. Oui. Bonjour, au sujet de la partie interrogation de l'annuaire santé en Fire, existe-t-il un petit MOP pour mettre cela en place au niveau d'un établissement? Existe-t-il un petit, excuse-moi? MOP, M-O-P. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas, c'est des intégrations, chaque éditeur va pouvoir faire son intégration. Nous, on a travaillé et on travaille sur la récupération de l'annuaire de santé de manière partielle aujourd'hui, pour pas forcément récupérer en interne l'intégralité de l'annuaire. Mais c'est une solution qu'on veut proposer. Je ne sais pas si Karim est autour de la table, pas sûr. Mais donc on a déjà travaillé avec lui et avec Maximilien autour de ces fonctionnalités-là, et notamment l'idée de pouvoir récupérer l'ensemble des personnels soignants de l'hôpital, du département et potentiellement des départements limitrophes, et avec une mise à jour régulière en se basant sur l'annuaire centralisé proposé par l'ANS. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il n'y a pas de solution déjà sur étagère. Nous, on va en proposer une. Mais par contre, l'objectif aujourd'hui qui est affiché au niveau de l'annuaire, c'est essentiellement de pouvoir interroger pour en récupérer une copie locale. L'objectif n'est pas forcément de s'appuyer sur ça pour des appels en temps réel, mais plutôt de pouvoir les extraire et mettre à jour une base de practitioners, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, en local et pouvoir l'exploiter en local. Cyril, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais n'hésite pas à revenir. Donc, une fois que ces données extraites des messages échangés sont transformées en Fire, le but est de pouvoir venir les faire persister au sein du Fire Server. Donc, le Fire Server qui représente l'entrepôt de données, donc avec une base de données derrière qui permet la persistance des données et qui va exposer les API Fire telles qu'elles sont décrites dans le standard Fire, c'est-à-dire les API de recherche, de recherche, le requêtage avec les différents paramètres de recherche, les API d'écriture, etc. Et un certain nombre d'opérations qui sont aussi décrites dans le format Fire. Une des opérations les plus connues, c'est le $everything, par exemple, qui va permettre en une seule transaction de récupérer la ressource patient et toutes les ressources qui lui seraient liées. Voilà. Donc, il y a des mécanismes de requêtage qui sont également décrits et qui permettent de faciliter l'accès aux informations pour les applications consommatrices. Je vais commencer par décrire un petit peu ce Fire Server. Il est constitué d'un certain nombre de briques qui sont éprouvées, qui sont connues et qui ont été reconnues comme étant pertinentes pour une solution complète, de par leur robustesse, de par leur performance, de par leur stabilité. Donc le moteur derrière l'entrepôt Fire, c'est HAPI, Happy Fire, qui est un des leaders sur les entrepôts Fire.
L'entrepôt est sécurisé via un serveur d'authentification Keycloak, qui lui aussi est une solution éprouvée pour gérer de l'OAuth 2, OpenID Connect et notamment le Smart on Fire. C'est-à-dire que dans la solution proposée par Infor, packagé, on a déjà un royaume hein, avec tous les paramétrages nécessaires pour mettre en place le Smart on Fire. Encore une fois, c'est dans la vision d'aller fast to fire, mais on ne met pas de côté la sécurité et la gestion des authentifications. C'est-à-dire que fast ne veut pas dire mal faire, et surtout, il y a un gros enjeu de sécurité sur l'accès à la donnée. Et donc on a des solutions déjà sur étagère et la possibilité de se les approprier facilement grâce à Infor. Derrière, il y a une base de données PostgreSQL. Il faut savoir que c'est celle qui est fournie directement, mais si vous avez des préférences, ça peut fonctionner avec du MySQL, avec de l'Oracle. Voilà, il faut du SQL derrière, mais ce n'est pas dépendant de la solution. Puis d'autres briques. Alors aujourd'hui, ça tourne sur Red Hat, Linux Red Hat, et on a d'autres briques. La solution est containerisée, même s'il y a on attend d'autres distributions qui n'utilisera pas forcément Docker, mais aujourd'hui, ça permet une facilitation des déploiements, puisqu'on a des containers mais qui intègre toutes les dépendances nécessaires et donc une certaine stabilité dans le fonctionnement. Et Portainer qui permet juste du monitoring de ces différents containers, un accès facilité au log. Ça parlera un petit peu plus aux techniciens autour de la table. Euh, le Fire Server aussi propose une interface d'administration, qui est une interface web d'administration, qui permet d'accéder aux différents paramétrages auxquels on veut accéder. Et donc, s'il y a une facilitation, notamment pour la définition des ressources qui vont être supportées sur le Fire Server, l'automatisation de la création de ressources, provenance ou audit events, pour avoir un meilleur audit de qui a créé la ressource et pour pouvoir monitorer tous les accès en lecture, en écriture, en modification à chaque instance de ressource tout au long du cycle de vie de la ressource. On va pouvoir aussi facilement intégrer des guides d'implémentation, donc soit des guides d'implémentation qui auraient été définis par des groupes de travail annexes ou des projets déjà éprouvés et pour lesquels des guides d'implémentation auraient été partagés. Ça se fait en un clic et on va de cette manière pouvoir intégrer tous les profils qui auraient été décrits, tous les paramètres de recherche, toutes les terminologies utilisées, et le Fire Server va permettre ainsi de permettre une validation des ressources en suivant ces profils. Le Fire Server qui propose aussi un outil de monitoring pour pouvoir sortir différents KPI et avoir une vision fine de l'utilisation du Fire Server dans le temps, par type d'utilisateur, par type d'applicatif, etc. Alexandre, Oui. Alexandre, comme beaucoup des personnes présentes connaissent bien Cloverleaf, est-ce qu'on peut rentrer directement dans la démo? Il nous reste un petit quart d'heure. Ça sera intéressant de rentrer dans le vif du sujet puisque beaucoup connaissent Cloverleaf et voient un petit peu les différentes similitudes ou la continuité. Effectivement, bon, je vais accélérer un petit peu. Donc pour le FireBridge, effectivement, donc on va passer sur le Fire Server. Voilà, on a une solution qui est robuste et qui se veut compliant avec le standard Fire, c'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que le standard, mais l'intégralité du standard est pris en charge, c'est-à-dire toutes les API telles qu'elles sont décrites et tous les types de ressources tels qu'ils sont décrits sont supportés. Cette vision-là, je voulais la présenter quand même, puisque donc, Infor FireBridge est utile dans le cadre des transformations des messages existants ou de l'enrichissement d'un entrepôt, mais il peut aussi également être positionné en frontal devant l'entrepôt pour des applications consommatrices. L'intérêt de ça va être de pouvoir apporter un enrichissement
des API qui sont exposées en se basant sur le moteur Cloverleaf et sur les possibilités données par le moteur Cloverleaf. C'est-à-dire notamment la possibilité de faire des appels des appels intermédiaires pour venir contrôler ou enrichir les requêtes et les réponses dans les échanges, mais aussi pour pouvoir potentiellement décrire des nouvelles opérations qui ne seraient pas décrites dans le standard. On pourrait imaginer faire une opération $document pour un patient et récupérer en une seule opération uniquement les documents liés à ce patient en définissant l'intelligence d'interrogation du Fire Server à ce niveau-là. Un dernier point aussi, le FireBridge permet aussi de faire une orchestration de différentes API, c'est-à-dire exposer un seul endpoint pour des applications consommatrices, mais venir distribuer ce requêtage vers différents entrepôts. Alors j'ai mis ici, ça n'expose que des API Fire, mais encore une fois, on se base sur le moteur Cloverleaf, donc l'intégralité des protocoles pourrait être imaginée, et notamment tous les web services REST, bien sûr, sans forcément se cantonner à Fire. Et pouvoir concaténer les réponses pour envoyer une seule réponse à l'application consommatrice. Donc ça permet de venir enrichir ce que l'on propose. Petite Donc, question, Alex, si tu oui. permets. Venant de Monsieur Delancher, excusez-moi. En termes d'implémentation des opérations décrites par le standard, avez-vous déjà des implémentations d'opérations telles que Merge pour la fusion de patients, Transform pour la transformation de données basées sur les structures MAP? Alors, les transformations basées sur les structures map, pour l'instant, non. Sur le merge, on est en train de travailler dessus, notamment avec l'opération match, qui va permettre aussi de définir des scores de similarité et de mettre en place le merge. Il faut savoir qu'en Fire, le merge est décrit, mais avec en fait des liens. On va désactiver une des instances patients qui va devenir inactive et qui va pouvoir lier avec replaced by ou replaces, qui sont des attributs qui vont pouvoir lier deux ressources entre elles. Donc ça, aujourd'hui, on sait le faire. Il se pose un petit problème pour pouvoir lier toutes les ressources qui touchaient le patient à merger. Voilà, aujourd'hui, on est en train de mettre en place des moulinettes pour répondre à ça, mais c'est pas complètement mis en place encore aujourd'hui, Clotaire. Je vais juste vous montrer, alors effectivement, le temps passe vite. Je vais vous montrer juste à quoi ressemble. Donc pour ceux qui connaissent bien Cloverleaf, c'est basé donc sur Cloverleaf et aujourd'hui sur les dernières versions, hein, c'est-à-dire qu'on est sur la 2025.01 sur ce que je vous montre. Je vous montre le netconfig tel qu'il est proposé par Infor. Donc là, c'est vraiment la configuration de base. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a donc une base de transformation, donc CDA to Fire ou Fire avec les différentes versions vers les différents types de messages HL7V2 notamment, donc les ORU, les ADT, etc., qui sont pris en charge. Il faut savoir que ces transformations sont bidirectionnelles, donc on est capable de faire du HL7V2 vers Fire, mais on serait aussi capable de faire du Fire vers HL7V2 pour potentiellement des besoins de réintégration de données sur des applicatifs qui ne seraient pas en mesure aujourd'hui d'intégrer du Fire nativement. On peut utiliser, encore une fois, le moteur Cloverleaf pour travailler sur ces messages-là et les transformer en données intégrables. Ce qu'il propose aussi, donc il y a aussi des scripts, des tables de transformation. Alors les tables aussi, des tables de correspondance qui sont aussi fournies de base. Encore une fois, ça se permet de se projeter et d'arriver rapidement à la mise en place de flux qui seraient utiles pour vos usages. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de workflows qui sont décrits, qui sont à voir comme des exemples d'implémentation dans lesquels on peut piocher et qui peuvent servir de modèle pour une mise en place rapide de nos besoins. Voilà. Le FireBridge est aussi fourni avec un serveur d'authentification qui cloque et un Fire Server. Donc ces deux éléments sont à voir surtout pour les phases de développement et de test. Ils ne sont pas prévus pour faire de la production, mais on a un environnement complet qui permet
rapidement d'avoir un environnement complet pour mettre en place ces flux et faire les premières expérimentations. Voilà. Et ensuite, il y a un certain nombre de routages qui sont donnés, encore une fois à titre d'exemple, donc pour faire soit de la transformation HLC2V2 vers Fire, pour faire de l'anonymisation, ou encore une fois, comme je vous le présentais, pour présenter un seul endpoint, ce qui va pouvoir distribuer vers différentes API et faire de l'orchestration. Donc ça, c'est déjà disponible dessus en termes... Voilà. Pour vous montrer, donc là, en partant de ça, j'ai fait juste une petite démo en récupérant ce dont on avait besoin. Donc j'ai juste une transformation juste à faire et on va venir poster nos ressources sur le Fire Server. J'avais un petit outil que j'aurais voulu vous montrer. Excusez-moi. Alex, une petite question de Laurent Dubord, si tu permets. C'est Firebridge qui se charge de la communication avec le serveur d'authentification, autorisation, Keycloak pour les applications externes connectées en Fire? Alors, c'est une très bonne question. Je vais revenir sur mon schéma. Donc effectivement, le Fire Server expose un Keycloak. Voilà, donc il y a une gestion des authentifications qui peut être gérée au niveau du Fire Server et l'accès aux ressources, mais le Firebridge peut aussi fonctionner avec un serveur d'authentification pour sécuriser ses propres endpoints. Et derrière, on va pouvoir appliquer différentes stratégies, c'est-à-dire soit faire une forme de SSO, c'est-à-dire pousser l'authentification jusqu'aux différents entrepôts, soit avoir d'autres stratégies de gouvernance, mais encore une fois, c'est au choix de l'implémenteur, et donc on pourra accompagner sur ces différentes visions. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on peut utiliser le même Keycloak pour sécuriser le Firebridge et le Fire Server, et bien sûr, il va falloir, alors soit en faisant des royaumes différents, soit en mutualisant, ce qui est un petit peu moins... Enfin, c'est pas forcément l'approche que je préfère, mais voilà. Et encore une fois, on va pouvoir soit pousser les jetons, soit permettre de faire des appels directement au sein du Firebridge pour obtenir des nouveaux jetons et des nouvelles authentifications auprès de chacun des entrepôts. Donc c'est une orchestration, y compris de la gestion des authentifications, qui est permise au sein du Firebridge. Enfin, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est donc notamment l'alimentation. Je voulais montrer aussi qu'on a la possibilité d'aller vers le Fire Anonymizer. Je vois que j'ai été beaucoup plus long que prévu dans ce que je voulais faire. Je voulais juste vous montrer donc l'anonymizer tel qu'il est fourni par... Oh mince. Donc Infor fournit aussi cet outil d'anonymisation avec encore une fois des exemples qui sont fournis sur lesquels on peut se baser. Je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, on va pouvoir accéder à différents, par exemple, patient identifier, patient, etc. Donc à différents FirePass, différents adressages Fire, et on va pouvoir pour chacun d'eux appliquer appliquer une moulinette, ce qu'on va vouloir faire pour soit insérer, soit garder, soit perturber, soit etc. Et donc permettre de faire de l'anonymisation, de la pseudonymisation de manière facilitée. Encore une fois, pour aller vers nos différents besoins. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, je perds un petit peu mon fil, excusez-moi. Fire, en fait, permet aussi, donc, comme c'est un standard qui est partagé, on va pouvoir, au niveau des applications consommatrices, reproduire facilement ce qu'on a mis en place pour différents entrepôts. Moi, je voulais juste illustrer ce qu'était Fire avec ce Fire Explorer. Donc aujourd'hui, par exemple, si je vais sur mon serveur de démo, on va en fait pouvoir accéder à une ressource patient. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on va pouvoir naviguer dans un graphe. C'est-à-dire que là, ma patiente aura eu plusieurs consultations.
Voilà. Et si je veux accéder à une instance d'une consultation, je peux la centrer. Alors, c'est peut-être pas la bonne que je vais avoir. Et donc là, on est centré sur ce séjour-là. Et on va voir que durant ce séjour, il y a eu trois observations, 2 documents produits, un rapport produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement naviguer dans le graphe et avoir un ensemble de données consistant pour représenter les besoins qu'on pourrait avoir. Cet outil que je vous montre est juste illustratif, hein, mais il permet de visualiser comment est construit le standard Fire et ce qu'il permet de faire, puisqu'on va requêter au moment où on en a besoin. Encore une fois, c'est quand je vais ici, je vais centrer, je récupère autour de cette ressource-là les ressources qui lui sont liées, et je peux avoir accès, bien sûr, au JSON et donc à toute l'information qui est contenue au sein de la ressource. Tout ça pour dire, donc, je reviens sur mon... Donc, maintenant, donc là, je me connecte au Fire Server du Bridge, qui est pour l'instant nouveau, donc il n'y a aucun patient qui existe dans ma démonstration. Voilà. C'est-à-dire que le Fire Server que j'expose ici est complètement vide. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer un message que j'ai joué tout à l'heure. Donc c'est un A02, hein, j'ai pris un exemple de base. Je rejoue mon message. Donc, ce qui se passe, on va pouvoir aller voir les logs de ce qui s'est passé. Donc, mon message a été retrouvé, il a été routé, voilà, et on a obtenu un 200 success sur le... On a obtenu en fait une transformation en ressource Fire de mon patient. À partir de ce moment-là, cette ressource est disponible sur mon Fire Server. C'est-à-dire que ma Alice démo, je vais pouvoir aller la récupérer et je vais pouvoir de la même manière aller naviguer dans le graphe des données. C'est-à-dire qu'ici, dans les consultations, on va pouvoir récupérer le médecin qui a été retrouvé, qui est ici Michel Simès de choix. Voilà. Excusez-moi, ça a frisé. Voilà. Donc on a eu une transformation automatique d'un message ACL7 vers un bundle Fire de type transaction qui nous a permis de poster les différentes ressources et d'assurer les liens entre ces différentes ressources pour une utilisation complète et une mise à disposition de cette donnée. J'espère que c'est assez illustratif pour vous montrer la puissance. Encore une fois, ça se fait de manière facilitée. Là, je n'ai fait aucune modification par rapport aux bibliothèques de transformation fournies par Infor. Et le message est intégré, on récupère directement un certain nombre d'informations qui sont déjà dès à présent exploitables. Le but... Merci Alexandre. Oui, parce qu'il nous reste de 1 minute. Le reste des démos, et le détail, bon, chaque projet est différent, bien évidemment, autour du standard. Vous êtes à différents niveaux de maturité ou soit déjà éprouvés, soit d'époque, soit des projets en cours autour de l'usage primaire et secondaire. Donc après, on reviendra vers vous, on pourra continuer les démonstrations en direct auprès de chaque établissement et éditeur demandeur. Ce qu'on voulait vous dire, donc, dans la logique, c'est que comme vous utilisez Cloverleaf, pour nous, la partie Fire, c'est aussi du paramétrage, c'est pas du développement. C'est toujours une logique d'être maître de vos données, et de vos structures et de votre évolution de standards et d'architecture. Et donc, pour nous, la logique, si on dit go and fast to fire, c'est que vous puissiez adopter le standard. Donc, au travers d'exemples européens ou en Allemagne, on a des hôpitaux qui utilisent la partie FireBridge et Fire CDR. Il y a des projets techniques qui ont été menés comme à Libourne, où on sait faire de l'identité, de l'encounter, du document, de la transformation CDA sur des données de type urgence, labo, radio, donc sur des données vraiment nécessaires en temps réel. Hein. L'usage secondaire, vous le maîtrisez déjà. L'usage primaire, c'est vraiment de faciliter l'accès à la donnée à la fois au niveau du GHT, au niveau de ville-hôpital, au niveau de vos territoires.
Et donc, on est vraiment sur une logique telle que vous la connaissez sur le AI. C'est pas de ressources nécessaires, du pré-paramétrage, du paramétrage et un transfert de compétences pour que vous soyez complètement maître de vos données et de vos transformations. Voilà, donc on se tient vraiment à votre disposition, chacun pour répondre ou mener à bien les projets que vous voulez mener. Et on a un rôle à la fois intégrateur, bien sûr éditeur par rapport à Infor sur ce qui est déjà livré, et de réfléchir ensemble et d'avancer avec vous ensemble de différentes manières sur vos usages, puisqu'il y a une partie plateforme, mais il y a une partie usage vis-à-vis de l'hôpital, vis-à-vis des professionnels de santé. Et sachez aussi que on est vraiment sur des sujets aussi économiques où on a vraiment des facilités pour faire des montées en charge et d'étudier des coûts complets et de monter sur des projets qui peuvent durer de 1 à 5 ans, où on est vraiment sur une écoute avec vous, puisque vous avez vu une partie, on est vraiment dans une logique on-premise, souveraine, hybride, ou SaaS, suivant vos différents projets. Et on sera à l'écoute par rapport aux moyens économiques qui ne sont pas énormes, énormes. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Et si vous voulez continuer dans le fil des questions-réponses, on répondra par la suite. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci Jérôme. Merci Alex. Bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée.